Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ndé Ayoka, votre hôte cette semaine. Voici les titres. Le programme des Nations Unies pour le développement et des dirigeants africains ont lancé l'initiative Timbuktu, un fonds d'innovation d'1 milliard de dollars pour révolutionner et booster les startups du continent. Au Nigeria, la compagnie pétrolière Shell vend ses activités terrestres dans le cadre d'un accord de 2,4 milliards de dollars avec un consortium d'entreprises majoritairement locales. Et enfin, nous irons au Cameroun où le gouvernement souhaite réduire sa dépendance au blé russe. Et pour atteindre cet objectif, le pays s'apprête à investir plus de 430 milliards de francs CFA sur 10 ans. Dans un contexte marqué par une baisse du financement des startups africaines en 2023, le PNUD s'est associé à des États africains pour mettre en place le fonds Timbuktu. Ce dispositif d'1 milliard de dollars sera alimenté par des investisseurs, des universités et des États pour soutenir l'essor d'entreprises sur le continent. L'initiative Timbuktu lancée par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, est ambitieuse. Elle promet une ère nouvelle pour les entrepreneurs africains. Annoncé lors du 24e Forum économique mondial de Davos, ce fonds dédié aux startups vise à mobiliser 1 milliard de dollars pour transformer 100 millions de moyens de subsistance et créer 10 millions d'emplois. Le contexte est pourtant difficile. Les financements dans l'écosystème technologique africain ont baissé de 36% en 2023. Il s'agit pour autant du montant le plus élevé par les jeunes pousses du continent depuis 2020. Au cours de l'année écoulée, la répartition des levées de fonds réalisées par les jeunes pousses africaines par sous-région montre que l'Afrique du Nord tient le haut du pavé avec 33,67% du total des financements mobilisés devant l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Notons que la majeure partie du capital risque est centrée sur le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria, avec 60% dédiés à la FinTech. À l'heure actuelle, les détails entourant le dispositif Timbuktu et sa mise en œuvre restent encore flous, mais ils laissent entrevoir de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs africains. Tout de suite, nous accueillons Madame Aouna Eziakonwa. Elle est la directrice du Bureau Afrique du PNUD. Madame Eziakonwa, bienvenue dans Business Africa. Vous avez annoncé le lancement du fonds Timbuktu lors du Forum économique de Davos. Alors dites-nous, quels sont ses objectifs et comment va-t-il transformer la vie des entrepreneurs africains? Vous savez, ce fonds est en réalité un symbole. Timbuktu, qui est le nom de l'initiative, se positionne comme la plus grande initiative publique et privée pour soutenir l'écosystème des startups en Afrique. Il présente plusieurs caractéristiques. L'une d'entre elles est l'adoption d'une approche panafricaine. Nous envisageons un investissement d'1 milliard de dollars, un fonds commercial et catalytique, mais le fonds catalytique sera le constructeur de l'écosystème. Et puis vous avez également la dimension commerciale qui intervient sérieusement pour concrétiser certaines des idées qui seront incubées dans les 8 hubs que nous prévoyons d'avoir dans la phase initiale. Donc vous avez le fonds qui a 2 volets, un catalytique qui représente environ 30% du milliard de dollars et l'aspect du capital risque commercial. Et cela permettra d'avoir des nœuds verticaux à travers le continent, chacun hébergé par un pays africain. Et puis, l'autre élément de tout cela, c'est la connexion au marché unique africain. Je suis sûre que vous avez entendu parler de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, à travers cette plateforme de start-up, nous voulons nous connecter au marché unique africain et rendre les talents mobiles. Actuellement, une part significative du capital risque en Afrique est orientée vers un secteur, celui des technologies financières. Le fonds Timbuktu va-t-il suivre cette tendance ou il va adopter une approche plus diversifiée? Oui, très bonne question. Et je pense en fait que l'une des choses qui a motivé l'initiative, le concept de Timbuktu, c'est de multiplier ces opportunités à travers le continent, à la fois en termes de secteur, mais aussi en termes de géographie. En termes de secteur, nous envisageons que chacun de ces hubs couvre une thématique spécifique.
Il y a donc la FinTech. Nous continuerons à investir dans cet écosystème car il est transformateur à bien d'égards et cela sera hébergé à Lagos. Ensuite, nous avons l'agritech. L'agriculture est l'un de nos moteurs pour mettre fin à la pauvreté. Et nous avons la green tech et nous avons la trade tech. Je parle plutôt de la zone de libre-échange continentale africaine. Et nous mettons également l'accent sur l'EduTech. Lorsqu'on intègre l'innovation à l'éducation, ce sera quelque chose de nouveau. À ce stade, avez-vous connaissance des montants qui seront affectés à chaque secteur ? Non, cela va être organique. Cela dépendra fortement de la demande. Mais chaque hub recevra une allocation suffisante pour la construction de l'écosystème et le siège social fournira des services à l'ensemble de l'écosystème Timbuktu. Il semble que les secteurs privés et publics aient généralement du mal à trouver un terrain d'entente. Alors a-t-il été difficile de les réunir sous un même dispositif ? Eh bien, vous savez, ce qui était intéressant quand nous avons commencé à parler de ce modèle, c'est que nous avons vu beaucoup d'intérêt de la part du secteur public. Nous avons trouvé une convergence d'intérêts ici avec des dirigeants qui cherchent à résoudre ce défi de la création d'emplois et le secteur privé, en particulier les entreprises et les investisseurs qui recherchent un pipeline pour leurs investissements. C'est vraiment une convergence d'intérêts. Donc cela n'a pas du tout été difficile. Madame Eziakonwa, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un grand plaisir. Après des années de bataille juridique, le géant pétrolier Shell abandonne l'exploration onshore au Nigeria. L'entreprise a conclu un accord avec un consortium qui réunit 4 compagnies nigérianes ainsi que le béninois Petrolin. Le géant mondial de l'énergie, Shell, a annoncé la semaine dernière la vente de ses opérations pétrolières et gazières onshore au Nigeria à un consortium local pour 2,4 milliards de dollars. Mais l'entreprise dément les spéculations selon lesquelles elle quitte le Nigeria après la vente de ses activités terrestres dans le delta du Niger. Une annonce qui a suscité de vives réactions dans le pays. Vous savez que ce sont des hommes d'affaires toujours prêts à soudoyer pour obtenir un maximum de profit. Nous avons prié pour que Shell parte parce qu'il ne nous aide pas. Ce que nous avons enduré, les déversements, les dommages à la vie aquatique, pas de culture, pas de poissons. Mais en seulement 3 mois, nous avons vu un environnement propre et cela montre un départ de là où nous étions. La vente de ces opérations favorise une plus grande indépendance nationale dans un secteur historiquement dirigé par des acteurs étrangers, mais des experts estiment qu'il s'agit pour Shell de focaliser ses futurs investissements dans le gaz et des projets en eau profonde. D'une certaine manière, c'est une bonne chose pour le pays si elle est faite correctement, car cela nous aidera à exploiter nos talents locaux. Nos entreprises locales peuvent se développer en acquérant des actifs pour des opérations, ce qui permettrait aux entreprises locales de se développer et encourager davantage d'investissements locaux dans l'industrie. Le géant de l'énergie affirme pour sa part son intention de rester un partenaire à long terme pour le Nigeria. Fortement dépendant du blé russe et donc confronté à la flambée des prix, le Cameroun, qui était un grand producteur dans les années 1980, ambitionne de retrouver sa position pour satisfaire la demande locale. Le conflit russo-ukrainien a entraîné une forte hausse des coûts du blé en Russie, impactant le Cameroun qui demeure tributaire du blé russe, constituant 65% des importations russes à destination du pays. Avec près de 55% de parts de marché, la Russie est le premier fournisseur de blé au Cameroun, dépassant le Canada et la France. Le Cameroun, dont la production est inférieure à 300 000 tonnes, doit importer 966 000 tonnes de blé. Alors pour combler ce déficit commercial, l'Institut de recherche agricole pour le développement a décidé de relancer la production de blé à Ouassandé. Nous sommes ici sur une parcelle d'environ 40 hectares pour deux variétés dont
environ 120 tonnes à espérer. C'est environ 3 tonnes à l'hectare, mais on a déjà sélectionné d'autres variétés qui vont jusqu'à 5 à 6 tonnes dans les conditions pluviales. Mais on a d'autres variétés ailleurs qui donnent 6 à 7 tonnes dans les variétés de basse altitude et sous irrigation. Avec une culture couvrant près de 120 hectares, la production est satisfaisante sur ce site. Une partie des récoltes sera distribuée aux producteurs de blé formés aux nouvelles pratiques et le reste sera mis sur le marché local. Ce qui réjouit les producteurs et les propriétaires de boulangeries. Nous nous réjouissons bien sûr de cette décision du gouvernement sur la relance des sites de production du blé au Cameroun, surtout la culture du blé à Ouassandé qui est à la proximité de nos sites de production. Nous voyons que ça va leur permettre de recevoir le blé frais et du coup la bonne qualité de la farine. Le gouvernement prévoit d'investir plus de 430 milliards de francs CFA sur 10 ans et d'ajouter à ce projet 200 hectares en 2024. Les premières récoltes sont attendues en février. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Cet épisode est disponible sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.